Bonjour à tous, bienvenue dans les clés de l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Gaillot. Bonjour. Bonjour. Alors, je précise, je rappelle que vous êtes vice-présidente de la région Grand Est en charge plus spécifiquement des questions agricoles et de viticulture. Première question toute simple, Madame Gaillot, comment vont aujourd'hui les agriculteurs dans la région Grand Est? Écoutez, à date aujourd'hui, au mois de juillet, il y a la moisson qui est en cours et voilà, à quelques exceptions près, la moisson est assez bonne, on va dire, et donc il y a un bon moral dès lors qu'un agriculteur fait sa moisson et a des bons résultats. Ça, c'est la petite conjoncture tout à fait actuelle. Après, plus globalement, les agriculteurs sont peut-être le secteur d'activité qui a été le moins touché directement par le Covid et ses conséquences, notamment le confinement et la reprise difficile. Mais tout ça va dépendre effectivement des filières. Et ce sont vraiment les filières qui ont le plus de relations directes avec le consommateur, et notamment avec la restauration hors domicile, avec le tourisme, etc., qui sont les plus impactés, et je veux parler notamment de la viticulture et de la filière brassicole, où là, c'est vraiment très très compliqué cette année. Alors là, justement, effectivement, la filière viticole, le monde de la bière a été très très perturbé. Est-ce qu'on a un peu un état des lieux de la situation les concernant après cet épisode du Covid? Alors, je vais vous en donner un par exemple, hein, on peut pas, parce qu'on peut pas tout chiffrer, tout quantifier, mais si je prends l'exemple du champagne, le champagne, généralement, ce sont 300 millions de bouteilles commercialisées par an. Les chiffres aujourd'hui laissent penser que ce sera plutôt 200 millions de bouteilles. 100 millions de bouteilles en moins, c'est un chiffre d'affaires d'1,7 milliard d'euros qui ne se fera pas dans le territoire. Voilà, c'est aussi impactant que cela et les chiffres sont aussi terribles que cela. Alors la bière, pour nous, les conséquences vont être à différents échelons. Nous sommes la région, première région productrice d'orge, de malt, de houblon et de bière. Et donc à chaque niveau, les acteurs vont être impactés. En ce moment, les agriculteurs moissonnent et récoltent l'orge. Et bien, les prix de l'orge seront assez catastrophiques et toute la chaîne de valeur, évidemment, va en pâtir. Alors, il y a aussi des secteurs connexes, hein, bien sûr, qui sont concernés. Le tourisme tout court, Ouais. évidemment, comme dans toutes les régions de France, a été fortement impacté. Mhm. Dans la région Grand Est, ça compte beaucoup le no-tourisme, hein, notamment. Ça compte beaucoup, effectivement, avec nos tourismes qui étaient peut-être plus développés jusqu'à présent en Alsace et dans les vignobles lorrains, parce qu'il ne faut pas les oublier, peut-être un peu plus qu'en Champagne. Et puis, on se rappelle quand même que notre région Grand Est a été la première touchée dans le timing hein, le COVID. Et on souffre encore aujourd'hui je pense, enfin, je la qualifierais de la fausse bonne idée du classement des régions françaises en vert et en rouge. Nous étions en rouge. Et aujourd'hui, évidemment, il nous faut absolument restaurer la confiance. Il y a donc toute une campagne de communication que vous avez peut-être vue pour les Parisiens dans les gares parisiennes, etc., pour inviter à venir en Grand Est, justement parce que voilà, la zone rouge nous a fait énormément de tort. Alors justement, si on se projette et on parle de tourisme, on est en vacances en plein mois de juillet, il y a encore tout le mois d'août qui arrive. Ça prend justement ce tourisme-là. Vous sentez que ça frémit un petit peu, que les touristes reviennent dans toute cette grande belle région. Les touristes reviennent, les touristes français, hein, on en croise. J'étais il y a 2 jours à Strasbourg. C'est vraiment un ressenti, c'est pas forcément quantifié, hein, mais c'est comme le reste de la France. Nos touristes étrangers ne sont pas là, et c'est vraiment là que l'impact sera le plus important. Le tourisme, enfin les Chinois, les Américains ne sont pas là, les étrangers ne sont pas là en Grand Est comme partout en France.
Est-ce que vous pensez que les touristes français peuvent arriver à, je vais pas dire remplacer, bien sûr que non, mais compenser un peu la perte? On voit que dans certaines régions de France, évidemment, les bords de mer attirent naturellement plus peut-être les touristes, mais vous pensez que les touristes français peuvent revenir plus et assurer un minimum vital pour la saison touristique? En tout cas, c'est ce sur quoi on s'est employé avec la grande campagne de communication. Vous avez parlé des plages, on a montré nos plages puisqu'on a des grands lacs. C'est une spécificité du Grand Est, les grands lacs de la Madine, de la Forêt d'Orient ou lac du Der, etc. Donc on a montré qu'on avait aussi des plages. Il fait très beau en Grand Est. Jamais ça ne compensera effectivement, et y compris le pouvoir d'achat des touristes étrangers. Ce que l'on veut, c'est aussi inviter les gens à regarder dans leur propre région ce qui se passe, ce qui est intéressant à voir et faire redécouvrir aussi un tourisme de proximité sur des Alors, j'ai vu formules que au week-end. Voilà, pardon. tout est envisageable, tout est possible. En tout cas, c'est une belle et vaste région à découvrir Tout à avec fait. des forêts, des villes et comme vous le disiez, même de l'eau avec de très beaux lacs où on peut aller aussi faire trempette. Donc ça, c'est bien de le dire. Ouais. Vous avez lancé au mois de juin aussi, suite au confinement, Lock Hall, Lock Hall, pardon, Grand Local. Est, à savoir c'est le Lock Hall, merci de me corriger, le plus court chemin vers nos produits locaux. L'idée, c'est quoi? C'est de prolonger un petit peu ce qui s'est développé pendant le confinement, c'est-à-dire un rapprochement entre les producteurs de fruits et légumes vers les consommateurs. Là, c'est institutionnaliser ça, je crois, avec une appli web qui permet justement quoi de trouver plus facilement des produits de consommation courante produits localement au niveau agricole pour les consommateurs. C'est ça l'idée? Voilà, mais vous avez bien résumé. En fait, cette appli a précédé le confinement, hein, et la crise que nous venons de traverser. Nous l'avions imaginé dès 2017 lorsque nous avions fait des assises alimentaires. On s'est rendu compte effectivement qu'il était nécessaire d'identifier où sont les producteurs. C'était une demande des consommateurs, mais c'est aussi une demande de l'industrie agroalimentaire pour son propre approvisionnement. C'est une demande de la grande distribution qui s'est accentuée d'ailleurs au moment du confinement, etc., etc. Notre appli était quasiment prête. On n'avait pas voulu la sortir au salon de l'agriculture parce qu'on veut toujours que ce soit parfait, hein, voilà. Et donc on a accéléré sa mise en œuvre pour la développer, la déployer pendant le confinement. Voilà. Bah, Mais ça, c'est c'est plutôt vraiment bien. ça, c'est C'est plutôt bien parce qu'on voit pas mal d'endroits en France où finalement il y a eu des tentatives à cause ou grâce au confinement, tout dépend là où on se place bien sûr, mais on entend des échos comme quoi finalement ça ne suit pas vraiment parce qu'il n'y a pas forcément justement le dispositif, les applis par exemple, qui permettent de mettre en relation les producteurs et les consommateurs. Donc ça, c'est plutôt bien. voilà. Et puis ce sur quoi je veux insister, c'est ce qu'on avait imaginé dès le départ et qui va, je pense, être le fondamental. C'est la partie qu'on appelle B2B, hein, encore une fois, entre professionnels pour que les uns approvisionnent les autres, en fait, hein. J'insiste là-dessus, notamment l'industrie agroalimentaire, qui se rend compte aujourd'hui que parfois elle utilise des produits par habitude, elle a acheté voilà sur des créneaux historiques et elle se rend compte que finalement ces produits elle pourrait les avoir tout à proximité parce qu'il y a soit une autre industrie agroalimentaire, soit un producteur à proximité. On a eu un certain nombre d'exemples pendant le Covid. Quelqu'un qui me disait je trouve pas de farine. Non, il y a des moulins en Grand Est et on a mis en relation les moulins avec cette personne qui cherchait une farine spéciale, par exemple. Ça va peut-être changer finalement, c'est intéressant ce que vous dites, hein, ça va peut-être changer justement les mauvaises habitudes, les anciennes habitudes de l'industrie agroalimentaire dans certains secteurs, dans certains univers, et justement ramener de la proximité entre les producteurs Voilà, et le monde de l'industrie agroalimentaire. Ça, c'est plutôt chouette. tout à fait. Euh, alors, on va parler bien sûr de quoi ont besoin d'une manière générale les agriculteurs dans la région Grand Est. On a vu qu'il y avait des difficultés
avec les brasseurs par exemple. On a vu que les viticulteurs ont des soucis. Est-ce qu'il y a des sujets particulièrement importants qui sont un peu dans vos radars et que vous essayez d'accompagner au mieux aujourd'hui en particulier? Ah oui, 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 tout à fait. Il y a des vrais sujets. Le premier sujet, c'est la politique agricole de la région qui se poursuit, hein. Le premier point, ça reste le renouvellement des générations, l'installation de jeunes agriculteurs, l'attractivité du métier, l'attractivité de nos lycées agricoles vers nos formations agricoles, etc., etc. Donc ça reste le premier sujet sur lequel effectivement nous les accompagnons au travers de programmes soit d'installation, soit également de transmission. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, bah, c'est tout ce qui va pouvoir concourir à répondre aux attentes sociétales. Les agriculteurs aujourd'hui ont le sentiment d'être mis à l'index sur la plupart des sujets, et alors qu'ils font des efforts considérables, alors que parfois ils sont face à des impasses techniques, agronomiques, ou des solutions qui n'existent pas. Donc la société les attend sur un certain nombre de points, et notamment la réduction d'intrants, soit donc de produits phytosanitaires, soit d'engrais d'origine chimique. Mais quand il n'y a pas la solution technique en face, c'est très très difficile. Donc tout le volet innovation est fondamental. Et donc, au travers du Business Act que vous avez cité, on a donc le réseau des chambres d'agriculture avec les instituts techniques qui nous ont présenté un programme, j'allais dire, complet à 2030, hein, donc sur les 10 prochaines années, qui brosse l'ensemble des thématiques qui sont devant eux et sur lesquelles on pourrait les aider à travailler beaucoup plus avec des bio-intrants, des biostimulants, avec en mesurant beaucoup plus l'impact des émissions dans l'atmosphère de protoxyde d'azote, par exemple. Enfin, je vais pas tout citer effectivement, mais tout un Il y a volet vraiment innovation une qui est envie, fondamental. partagée, un besoin partagé des Oui. agriculteurs qui sont déjà en place et des jeunes, bien sûr, qui s'installent, qui reprennent, qui démarrent. Mais il y a vraiment cette intention, ça vous le sentez, vous le ressentez, d'évoluer, de tendre vers de l'agroécologie, de l'agriculture plus responsable. Mais il faut effectivement les accompagner. Voilà. Et alors, on pousse, si vous voulez, une notion qui est vraiment, qui s'est formalisée au travers de la réflexion post-Covid, là, c'est la notion de troisième voie en agriculture. Euh, le bio, l'agriculture biologique est connue du consommateur. Le consommateur va connaître le label rouge. Là, il identifie bien. Mais après, vous avez tout un tas de démarches qui ont chacune leur valeur, et qui ont tendance plutôt à perdre le consommateur et à faire que le même, lorsqu'il est citoyen, n'identifie pas les efforts colossaux qu'ont entrepris les agriculteurs. Donc, quand on suggère de s'engager dans la troisième voie, c'est vraiment ça. C'est pas la région qui va définir ce qu'est la troisième voie en agriculture. C'est plutôt, on a questionné les filières. Je les ai toutes reçues début juillet en leur disant, bon, mais pour votre filière, comment vous vous engageriez? Que serait la troisième voie pour vous? Je vais prendre un exemple pour être plus précise. La viticulture. Il y a 18 mois, nous avons dit à la viticulture, écoutez, effectivement, la région est prête à vous accompagner, mais quel est votre engagement? Où est l'obligation de résultat? Aussi, si nous mettons de l'argent public pour vous accompagner, quel est l'engagement que vous prenez? La viticulture a répondu, zéro herbicide dans les 3 vignobles du Grand Est à 2025. Voilà. Et pour moi, c'est véritablement l'exemple de la troisième voie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du soutien aux investissements, ça veut dire qu'il y a peut-être de la recherche innovation sur certains points, etc., etc. Mais à partir du moment où les filières s'engagent, nous sommes aussi capables en face de nous engager pour les accompagner dans cette voie-là. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que ce que l'on veut, c'est faire cesser cette mise en l'index permanente des agriculteurs. On vient de vivre un confinement.
les agriculteurs étaient les sauveurs parce qu'on s'est dit, ben, qu'est-ce qui est vital? Un, se soigner, deux, s'alimenter. Donc tout d'un coup, les agriculteurs ont retrouvé la place centrale qu'ils doivent avoir dans la société, avec évidemment hein, toute la chaîne de transformation derrière. Quand je dis agricole, c'est agroalimentaire aussi. Et on a déjà oublié là. Aujourd'hui, on a repris peut-être les chemins des commerces historiques et on a oublié tout ça et de nouveau on ressort des vieilles tendances, etc. Non, 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 il faut aussi de la stabilité, il faut de l'accompagnement, il faut de l'engagement. Des deux côtés, les agriculteurs, vraiment, si on leur fait confiance, savent s'engager. Vous parliez des jeunes, de la reprise d'exploitation, de Mm. l'installation. Dans la région Grand Est, il y a justement des jeunes en particulier qui sont tentés par, par justement s'installer tout court, faire de sa vie une vie d'agriculteur qui passe beaucoup de temps hein, sur le terrain. On en reçoit régulièrement dans les clés de l'agriculture. Il y en avait un qui nous disait, quand je prends 4 jours de vacances dans l'année, c'est la fête, mais ça me gêne pas, c'est ma vie. Vous sentez qu'il y a justement un renouveau, même s'il n'est peut-être pas énorme, de jeunes qui ont envie de démarrer et de jeunes qui parfois reprennent aussi, bien sûr, des exploitations existantes, parfois de leurs parents. Alors, ils sont difficiles à cerner et à identifier. On a donc dans chaque département le point accueil installation qui lui voit passer tous les jeunes porteurs de projets. Et parfois c'est un seul contact et puis il n'y a plus rien. C'est j'ai vu une Mhm. émission de télé, ça m'a plu et je me suis dit que j'allais être agriculteur, j'ai appelé et puis bon, plus rien. Bon, non mais je pense quand même qu'au-delà de ça, on a aussi des lycées agricoles dans lesquels il y a des formations de qualité qui sont dispensées et ce qui nous manque peut-être dans les territoires et dans l'agriculture, c'est l'attractivité. Il faut faire la promotion du métier et il ne faut pas aussi dire qu'on a 4 jours de vacances par an. Bon, Ça peut l'agriculteur faire qui peur, l'a c'est ça que vous dit, voulez dire. Ça ça peut peut faire faire peur. peur et c'est pas ça l'agriculture. Et moi, je veux pas ça pour les jeunes demain. Je veux pas qu'ils aient 4 jours de vacances. Ils trouveront pas de compagne. Ils n'auront pas de vie de famille. C'est pas ça l'agriculture. L'agriculture, elle doit pouvoir s'inscrire dans un temps de travail normal. Alors peut-être pas 35 heures garanties, mais voilà, entre 35 et 70, je crois qu'il y a quand même quelques marges de manœuvre. Il y a des belles carrières, il y a des beaux métiers, il y a des gens qui s'éclatent et qui arrivent à s'organiser, à s'appuyer sur les autres, à faire du collectif, etc., pour ne pas être des esclaves et qui gagnent aussi leur vie parce que, voilà, je pense qu'il y a aussi ça qu'il faut rappeler, il y a des agriculteurs qui gagnent leur vie. Alors évidemment, c'est un peu plus erratique qu'un salaire mensuel stable d'une année sur l'autre. C'est un peu plus compliqué. Il y a des crises sanitaires, il y a des crises climatiques, etc. Mais globalement, on a aussi des métiers et on doit pouvoir donner envie. Je crois que c'est vraiment moi le message que je veux faire passer à tous et à commencer par les agriculteurs eux-mêmes. Si vous voulez que les jeunes reprennent derrière vous, incitez-les aussi et faites la promotion de ce que vous vivez de bien, etc. Et si vous regardez les réseaux sociaux, et c'est votre métier sur les réseaux sociaux, vous avez des agriculteurs, là par exemple pendant la moisson, qui se prennent en photo, qui disent voilà c'est super, j'ai fait ça, tiens regarde, j'ai vu du gibier passer depuis ma moissonneuse, et ben je crois que c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut valoriser. Vous avez entièrement raison. Vous parlez des réseaux sociaux, des agriculteurs, des éleveurs, tous autant qu'ils sont. Sur Mm. les réseaux, vous connaissez sans doute les agritweetos, les Tout fragritweetos. à C'est vrai fait. que on les voit de plus en plus partager Mm. leur vie sur le terrain avec les animaux, aux commandes de leur moissonneuse hyper high-tech télécommandée avec des Ouais, agriculteurs qui font un cours de pédagogie pour dire regardez comment ça ça. marche, avec la famille aussi. C'est important justement Ouais, que ouais. toutes ces populations professionnelles prennent la parole, disent voilà ce qu'on est, voilà ce qu'on fait, voilà comment on travaille, plutôt que de simplement avoir des reportages qui disent parfois un peu de façon Ben caricaturale, voilà, c'est difficile, c'est compliqué, c'est ils ça. travaillent mal, etc. Ça compte, non? Ça compte. Tout à fait, tout à fait. Il y a une vie de famille derrière, ça engage plus qu'une personne, c'est plus qu'un métier, c'est toute un mode de vie qui est autour, peut-être quelques sacrifices, mais en retour beaucoup de bonheur aussi. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut faire la promotion. Petit exemple, dans mon lycée agricole, dont enfin je préside le conseil d'administration, on suit une cohorte d'enfants
du département des Ardennes, 3000 enfants, la moitié rural, la moitié en urbain, et ils étaient en 6e, ils sont passés en 5e, etc. Et on suit l'idée qu'ils ont de l'agriculture et comment demain et comment on peut les faire évoluer au travers de toutes les actions de promotion que l'on met en place. En 6e, les petits disent 1, c'est dur, 2, ça paye pas, 3, c'est pas pour les filles. Voilà l'image de l'agriculture renvoyée aux enfants de 6e. Et c'est vraiment ça qu'on veut contrecarrer si demain on veut renouveler les générations en agriculture. La solution, c'est donc de leur montrer des reportages de vie Voilà, d'agriculteurs, ou mieux tout à encore, fait. évidemment, de les emmener sur le terrain pour découvrir ça. Exactement. Mm. Pascal Gaillot, on a un nouveau ministre de l'Agriculture hein, depuis quelque Oui. temps, Monsieur de Normandie. Allez, vous l'avez à déjeuner aujourd'hui ou demain. Vous lui demanderiez quoi? Vous avez une ou deux idées en tête qui vous semblent importantes pour le monde de l'agriculture, de votre région bien sûr, et de la France en général? Ah oui, alors 2 idées. La première, c'est Monsieur le ministre, faites confiance au territoire. Durant le confinement, je crois que les territoires ont démontré la capacité à s'organiser pour alimenter leurs citoyens. Donc quand je dis ça, c'est un peu plus de décentralisation. Nous sommes, nous, en pleine discussion avec le ministère de l'Agriculture sur la gestion de la prochaine politique agricole commune, les fonds du FEADER. Le plan stratégique national est en train de s'écrire uniquement avec les filières, donc en vertical, sans se préoccuper du transversal et de tout ce que nous pouvons faire dans les territoires, tout ce que nous pouvons apporter. Donc c'est Monsieur le ministre, retournez-vous s'il vous plaît, regardez les territoires, regardez les régions et regardons ce que nous pouvons faire ensemble. On a beaucoup à apporter et on est vraiment prêt pour le pacte de relance à vous proposer des projets, à vous poser des projets sur la table. Si je prends le plan protéines par exemple, plan protéines, il est national mais il est avant tout régional et local. Ça c'est le premier message peut-être au ministre. Et puis le deuxième, c'est vraiment, on l'a posé nous, hein, en Grand Est, on demande de l'expérimentation pour pouvoir reprendre la compétence de l'alimentation. Et notre idée serait d'organiser ce que j'appelle le très haut débit de l'alimentation, puisque nous faisons le très haut débit de la fibre optique. Hein. Donc ça veut dire organiser tous les canaux, tous les réseaux et toutes les plateformes d'alimentation de l'ensemble de nos enfants, de nos enfants et peut-être même de nos aînés dans les EHPAD, etc. Donc c'est-à-dire toute l'alimentation collective hors domicile qui doit être donc qui est aujourd'hui gérée souvent par des gestionnaires qui sont des gestionnaires salariés de l'État dans nos lycées, dans nos collèges, etc. Laissez-nous, s'il vous plaît, expérimenter cette compétence à l'échelle régionale, organiser les choses. Alors, il y a la taille régionale, c'est la bonne taille pour organiser les choses. Et après, comment dire, l'approvisionnement de ces cantines se fera beaucoup plus localement, peut-être à l'échelle départementale, enfin en fonction de l'existence de filières ou de l'absence de filières. Mais c'est vraiment ces deux messages-là. Faites confiance au territoire et transmettez-leur un peu plus de compétences. Sur le second point, c'est de refavoriser la production et la consommation locale, donc la proximité, c'est ça en fait. Oui, oui, c'est ça. Et puis c'est cette question des cantines sur lesquelles on bute depuis, j'allais dire, des années et des années, où il y a toujours une volonté de part et d'autre, etc. Mais toujours on se heurte à des choses qui sont un peu complexes et qui sont souvent d'ailleurs administratives. Alors que, voilà, il y Souvent, a c'est pas de du texte, du raison. règlement qui dit que il faut faire ça ou il est interdit Oui, de. Hein. voilà, voilà. On est bloqué par une complexité, comme vous dites, administrative qui empêche de faire tout simplement des choses plus intelligentes pour tout le monde, quoi. Tout à fait, on a des abattoirs par exemple dans nos territoires. Les abattoirs sont vraiment, on en a disséminé partout, des petits abattoirs parfois, des abattoirs locaux qui sont multi-espèces, qui peuvent proposer du bovin, de l'agneau, du porc, etc.
Et voilà, il faut qu'ils soient connectés beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui à la consommation locale dans les cantines et que nos enfants arrêtent de manger. Aujourd'hui, c'est encore 2 tiers de la viande servie dans les cantines qui n'est pas française. Je parle pas du Grand Est, qui n'est pas française, quoi. Donc ça, c'est pas normal. Madame Gaillot, merci. On va vous souhaiter quoi à vous et à tous, en particulier aux agriculteurs, aux éleveurs, aux viticulteurs, un bel été, une belle saison, que les gens reviennent dans le Grand Est, découvrent aussi le Grand Est, hein, ça peut être une belle opportunité, puis qu'on consomme aussi tous les produits, les bons produits qu'on y Tout à trouve, hein, ça compte. Exactement, mais c'est vraiment tout ce qu'on peut souhaiter à tout notre territoire, effectivement. Un très bel Merci été à Madame. tous. Merci Madame Gaillot. Et puis je vous dis tout simplement à bientôt sur les clés de l'agriculture. Bel été. Volontiers, merci, bel été, au revoir.